Bien, alors je vais faire un essai, en l'occurrence, de commentaires très rapides que je vais intituler 10 minutes sur, et ici en l'occurrence c'est 10 minutes sur Les Amours jaunes de Tristan Corbière, que j'ai ici. Les Amours jaunes donc que je vous ai proposé en lecture cursive et qui va me permettre d'aborder la question du traitement de l'amour dans la poésie moderne. Nous sommes ici dans un recueil qui, je vous le rappelle, date de 1873, 2 années après la publication des poèmes de Rimbaud à l'initiative de Verlaine, mais en fait en 1873, parce que cette publication a été très clandestine, on ne connaît pas encore Rimbaud. En revanche, on connaît évidemment fort bien Flaubert et Tristan Corbière, qui a écrit un seul recueil, qui s'intitule Les Amours jaunes, s'inspire régulièrement de Flaubert et se démarque tout en s'en inspirant d'ailleurs des romantiques que sont Lamartine, Hugo et Musset. Alors, ça c'est une présentation très rapide. Rappelons aussi, pour un élément important, que Verlaine, quelques années plus tard, situe Tristan Corbière parmi les fameux poètes maudits, qui est un texte publié par Verlaine. Il faut que je vérifie la date, parce que très honnêtement, je ne me souviens plus de la date exacte de publication. Et il classe Tristan Corbière parmi les poètes maudits. Je reviendrai sur ce classement, qui peut d'ailleurs être un petit peu problématique et dont auquel il faut faire attention. Mais ce ne sont pas ces éléments d'histoire littéraire ici qui m'importent, mais le texte. Un texte qui, je vous le rappelle, vous a été proposé en lecture cursive, il y a une raison pour ça. Alors je vais tout simplement vous lire le poème et puis en faire quelques remarques à son sujet. Ça permettra aussi de travailler sur la notion de commentaire composé. Alors le titre, parce qu'il apparaît à l'endroit, oui, c'est À l'éternelle Madame, et comme vous le voyez, je vous le mettrai évidemment en pièce jointe, le mot Madame est ici au masculin. Il s'agit en l'occurrence non pas d'une éternelle Madame, mais d'un éternel Madame, tout simplement parce qu'en réalité, ce n'est pas une faute d'orthographe, contrairement à ce que dit l'édition que j'ai sous la main, mais tout simplement que s'il s'agit de la mention du mot Madame, Madame qui est un titre, je le rappelle, dans le langage classique et dans le langage jusqu'au XIXe siècle, Madame qui désigne une dame de l'aristocratie et qui est devenue un titre respectueux d'un point de vue social, et l'éternelle Madame, donc c'est cet éternel titre dont on utilise pour désigner les dames, mais qui en réalité semble, si on en croit le caractère un peu ironique de ce titre, quoique éternellement utilisé et donc éternellement faux. Alors voici le poème, il s'agit d'un sonnet de Quatrain de Tersay, et ce poème est d'ailleurs un sonnet galant, inspiré de ce qu'on appelle dans la poésie, dans la tradition classique, le sonnet galant, c'est-à-dire un sonnet de deux quatrains à rimes croisées, ABAB, x2, et d'un double tercet, donc devenu un cisin, en indistique et un quatrain à rime embrassée, CCDEED. C'est la configuration du sonnet galant selon Jean-Michel Gouvard, qui est spécialiste de la versification dans un ouvrage dont je reparlerai. Alors, donc, sonnet galant, donc autrement dit un sonnet sur un sujet amoureux qui est censé faire l'éloge de la dame, mais on va voir tout de suite qu'en réalité, c'est l'inverse qui se passe ici, et nous sommes dans une situation de conflit amoureux. Je vais en parler. À l'éternelle Madame. Mannequin idéal, tête de turc du leurre, éternel féminin, repasse tes fichus, et viens sur mes genoux, quand je marquerai l'heure, me montrer comme on fait chez vous, ange déchu. Sois pire, et fais pour nous la joie à la malheur, piaffe d'un pied léger dans les sentiers ardus, damne-toi, pure idole, et ris et chante et pleure, amante et meurt d'amour à nos moments perdus. Fille de marbre, en rude, sois folâtre et pensive, maîtresse, chère de moi, fais-toi vierge et lascive, féroce, sainte et bête en me cherchant un cœur. Sois femelle de l'homme et sers de muse aux femmes quand le poète brame, en âme, en lame, en flamme, puis quand il ronflera, viens baiser ton vainqueur. Alors, concernant le en âme, en lame, en flamme, il s'agit d'une référence, là pour le coup, c'est l'édition qui nous le dit,
à des vers de Hugo dans un poème célèbre qui s'intitule Les Djinns, qui font partie des orientales, qui date de 1829. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. Et il s'agit donc ici, quand le poète brame en l'âme en flamme, d'une de ces démarquages vis-à-vis de la poésie romantique, laquelle faisait souvent de la femme une espèce de sainte, ou en tout cas une femme montée sur un piédestal. Et nous avons ici un contre-pied, de façon tout à fait nette, vis-à-vis de la poésie galante, la femme qui est l'objet ici d'une série de reproches de la part du poète, la femme qui est présentée par des groupes nominaux détachés en début de poème, tête de turc du leurre par exemple. Une tête de turc, on sait que c'est dans un jeu dans lequel on envoie des balles sur une tête qu'on doit faire tomber, tête de turc du leurre, donc éternel féminin, repasse tes fichures. On a ici une référence aussi relativement sexiste à une activité subalterne de la femme, et c'est surtout la configuration sexuelle, très clairement, qui est mise en valeur dès les deux premiers quatrains, et vient sur mes genoux quand je marquerai l'heure, mais une configuration sexuelle qui n'est présentée que sous la forme d'une métaphore, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait claire. Quand je marquerai l'heure, visiblement, c'est une phrase d'argot indiquant le fait d'avoir une érection. Donc, me montrer comme on fait chez vous, ange déchu. Il s'agit à la fois, ange déchu, d'un terme péjoratif, mais un terme péjoratif qui serait une forme d'apothéose. On a ici un renversement. On ne sait pas si la femme, en l'occurrence ici c'est vraisemblablement la prostituée, ou du moins la femme de petite vertu, si la femme est valorisée ou au contraire fortement dévalorisée, ou les deux du reste. Soit pire, on voit bien ici que l'impératif joue aussi sur l'opposition avec soit meilleure ou soit bonne, et avec la contre-apothéose dont je parlais précédemment. Il s'agit là encore de chanter l'amante, avoir multiplication des signes de ponctuation. Corbière adore les signes de ponctuation. Et surtout, il construit une antithèse entre l'éternité amoureuse telle qu'elle est construite habituellement dans le poème galant, un amour qui dure une éternité, ainsi de suite, et un amour qui déclenche la mort, mais une éternité qui est très rapidement compensée par le groupe prépositionnel terminal de ces deux quatrains, à nos moments perdus, aimeur d'amour, point d'exclamation, 3 petits points, à nos moments perdus. On voit ici ce qu'on appelle un paradoxisme, qui est très très cher, figure très chère à Tristan Corbière, et paradoxisme qui traduit fort bien cette poésie contre-galante, cette volonté de renverser complètement la poésie. On en a aussi des exemples chez Verlaine, notamment dans un poème intitulé Résignation, qui d'ailleurs est un sonnet inversé, tout comme le crapaud. J'ai parlé du crapaud. Fille de marbre, il s'agit ici à la fois de mettre en valeur une matière dure qui traduit la froideur féminine, mais en même temps, il s'agit d'une référence par connotation indirecte à l'art. On sait aussi qu'il est probable qu'il y ait ici une référence à une expression qui se trouve dans un drame de l'époque, qui date de 1853, qui met en scène des statues de courtisanes animées, vénales et insensibles. Il y a donc une invitation à être obscène, soit folâtre, en rute, et une invitation à s'éloigner de la sainte, à s'éloigner de cette femme muse pure du XVIe siècle, par exemple, soit femelle de l'homme. On voit ici aussi l'utilisation de ce nom qui désigne habituellement les animaux, et cette animalité ou cette animalisation, et pas seulement de la femme, parce qu'il y a d'autres poèmes dans lesquels cette fois-ci c'est l'homme, et le poème suivant particulièrement, qui est invité à entrer dans l'animalité. Donc un poème qui joue sur des qualificatifs négatifs, et des qualificatifs négatifs qui deviennent assumés,
qui deviennent le signe d'un renversement complet des valeurs, renversement qui est vraisemblablement cynique, autrement dit, qui fait apparaître une forme d'agressivité vis-à-vis de l'autre sexe. C'est donc un poème galant, ou plutôt contre-galant, dans lequel la poésie galante, qui avait l'habitude de parler de batailles amoureuses, notamment à bataille d'amour, chant de plumes, comme disait un poète espagnol traduit et cité par Verlaine dans Résignation, c'était Góngora, en l'occurrence, un poète espagnol particulièrement complexe, mais qui était beaucoup apprécié au XIXe siècle, poète du XVIIe siècle, mes souvenirs sont bons, et ce Góngora donc qui suppose un combat amoureux, mais un combat métaphorique, et ici ce combat est véritable, hein, c'est un combat dont on intervertit la métaphore pour en faire non plus une métaphore, mais quand je dis intervertir, c'est dans le sens où ce qui était l'imageant devient le concret, et ce combat donc qui devient une vérité particulièrement importante, puisqu'elle est en début des Amours jaunes, à l'éternelle Madame, qui serait donc le signe de déclenchement de cette guerre des sexes, sinon voulue, du moins évoquée régulièrement entre l'homme et la femme, et d'une guerre des sexes qui d'abord aurait pour objectif de faire un contre-pied radical avec la poésie romantique particulièrement, mais aussi la poésie de la Pléiade, la poésie pétrarchiste en gros. Voilà pour ce que je pouvais dire sur ce poème qui est à relire, ou en tout cas à lire pour ceux qui ne l'ont pas fait, et pour avoir aussi la conscience du rôle essentiel de l'obscénité, hein, du refus des bienséances morales dans la poésie du XIXe siècle déjà, ce refus des bienséances et cette multiplication dans une poésie très, très élaborée de remarques complexes, hein, puisque c'est un poème qui est relativement complexe, et de jeux sur des paradoxismes, sur des contradictions, sur des renversements qui rendent évidemment cette lecture particulièrement intellectuelle, mais en même temps aussi argotique. Voilà, à bientôt.